L'intelligence artificielle vient probablement de lire, de synthétiser et d'analyser tous les livres de management et d'innovation du monde en une poignée de secondes. Ouais, c'est terrifiant dit comme ça, mais c'est la réalité. Bah oui, sur le terrain de la logique pure, de l'optimisation, de l'exécution mathématique, le match est plié. La machine est juste imbattable. Mais tu sais ce qu'un algorithme, même le plus sophistiqué de notre époque, est viscéralement incapable de faire? Sentir, j'imagine. Exactement. Il ne peut pas sentir l'odeur d'un feu de bois un soir d'automne. Il ne peut pas ressentir la mélancolie ou le réconfort que ça procure et surtout s'en servir pour imaginer une interface utilisateur révolutionnaire ou un concept totalement inédit. C'est clair. Et c'est justement là-dessus qu'on va se pencher aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, notre exploration plonge vraiment au cœur d'une mécanique biologique fascinante. On met de côté les mises à jour logicielles, les nouveaux diplômes, l'accumulation de données sur des écrans et on va s'intéresser à une vieille pièce d'ingénierie installée en plein milieu de notre visage depuis des millions d'années, notre nez. Et c'est une remise en question totale de notre conception de l'intelligence. Pour cette analyse, on s'appuie sur une masterclass qui est assez remarquable et sur plusieurs écrits analytiques produits par Hari Massoudi. Ah oui, Hari Massoudi, son parcours est dingue. Complètement dingue. Il faut vraiment s'arrêter un instant sur son profil, parce que c'est cette trajectoire qui donne tout son poids à notre réflexion du jour. Il est docteur en biologie moléculaire. Déjà, ça pose les bases. Ouais, c'est un ancien chercheur en médecine régénérative. Il est passé par des institutions ultra prestigieuses comme le CNRS, l'Université Côte d'Azur. Mais le truc fou, c'est qu'au lieu de rester confiné dans un labo, il a fait pivoter cette expertise scientifique pure pour devenir consultant en affaires. Dans le secteur de la beauté, c'est ça? C'est ça, spécifiquement dans la beauté. Et son objectif, sa mission presque, c'est d'aider les marques à utiliser les lois fondamentales de la biologie pour laisser une trace émotionnelle mémorable. Bon, décortiquons tout ça. Parce qu'il y a un paradoxe saisissant dans la manière dont on travaille aujourd'hui. On est en 2026 et on surinvestit massivement la vue et l'ouïe. Totalement. Nos journées sont saturées. Mais oui, le quotidien professionnel, c'est une avalanche d'écrans, des notifications dans tous les sens, des réunions vidéo, de l'audio. On sature ces deux canaux-là en permanence. Et le but de notre plongée dans ces sources, c'est vraiment de comprendre comment l'odorat, qui est hyper souvent relégué au rang de sens primitif, genre presque un vestige animal dont on n'aurait plus besoin, est en réalité le levier le plus puissant. Et le plus direct. Et le plus direct, oui, et de loin le plus sous-estimé de la créativité humaine. La mission de ce qu'on va analyser, c'est de montrer que l'odorat, c'est notre carte maîtresse. Parce que le problème, c'est qu'on s'obstine à vouloir concurrencer l'algorithme sur son propre terrain, en fait. Celui du calcul rationnel, du traitement d'image ou de texte. On oublie l'outil phénoménal dont l'évolution nous a dotés. Et pour saisir pourquoi l'odorat représente notre ultime avantage face aux machines, il faut accepter de soulever le capot de la biologie humaine. Il faut regarder comment l'information circule physiquement dans nos réseaux neuronaux. Entrons dans la mécanique alors. Je suis curieux, d'un point de vue purement anatomique, si on suit le trajet d'une information de l'extérieur vers notre conscience, qu'est-ce qui différencie vraiment l'olfaction de la vue ou de l'ouïe? Alors, l'architecture de notre cerveau, elle impose une règle ultra stricte à presque tous nos sens. Que ce soit la vue, l'ouïe, le goût, le toucher, l'information qui est captée à l'extérieur doit obligatoirement transiter par une structure centrale. Au milieu du cerveau? Oui, ça s'appelle le thalamus. Pour faire très simple, Hari Massoudi décrit le thalamus comme le douanier du cerveau, ou une sorte d'arcom, tu vois, un filtre de censure implacable. Le videur de la boîte de nuit, quoi. Exactement. Son rôle évolutif, c'est de trier les milliards de stimuli qui nous assaillent à chaque microseconde, d'en bloquer la grande majorité, et de laisser passer uniquement ce qui est essentiel à notre survie ou à la tâche qu'on est en train de faire. C'est ce qui nous permet de rester concentrés, en fait. C'est ça. Ça active ce qu'on appelle le système 2, la capacité de concentration rationnelle, l'effort cognitif. Donc, ce douanier décide en une fraction de seconde de ce qui a le droit de monter jusqu'à notre perception consciente et ce qui part direct à la corbeille pour éviter qu'on surchauffe. C'est le principe même de l'attention sélective. Les sources utilisent un exemple redoutable d'efficacité pour l'illustrer. Imaginons un voyageur debout sur un quai de gare bondé, genre un vendredi soir. L'enfer, ouais. Gare de Lyon, 18h. Voilà, c'est un chaos sensoriel absolu. Le bruit infernal des freins sur les rails, la voix métallique qui fait des annonces au micro, les centaines de passagers qui se bousculent, le froid qui mord la peau. Et pourtant, on n'est pas tétanisé quand on est sur ce quai. Non, le voyageur n'est pas tétanisé par cette avalanche de données. Pourquoi ?
Parce que son thalamus filtre frénétiquement toutes ces interférences. Le douanier interne donne une consigne stricte. Il dit « La seule priorité vitale, c'est de surveiller le panneau d'affichage pour l'arrivée du train. On ignore tout le reste. » L'attention est totalement verrouillée. Le cerveau est dans une petite bulle de concentration rationnelle. D'accord, le cerveau rationnel a pris les commandes, le monde autour disparaît au profit du panneau d'affichage. Mais là, l'exception biologique intervient. C'est là que l'odeur rentre en jeu. De le dire, j'ai l'image. L'odeur s'échappe, elle pénètre dans les narines du voyageur. Et là, la biologie olfactive applique sa propre règle, qui est unique dans tout le corps humain. Les molécules odorantes court-circuitent totalement le thalamus. Elle bypasse le douanier. Elles ne passent même pas par la douane, aucun filtre. L'information, elle file directement vers deux zones très anciennes du cerveau. L'amygdale, qui gère les émotions intenses, et l'hippocampe, qui est le disque dur de notre mémoire. C'est instantané. En une fraction de seconde, sans aucune décision consciente, la tête du voyageur tourne, sa bouche se met à saliver, son obsession pour le panneau d'affichage est balayée, mais remplacée instantanément par un afflux de souvenirs. Des souvenirs de cinéma obscur, des soirées de son enfance. Ouais, un profond sentiment de réconfort, tu vois. L'odeur a littéralement piraté le système de sécurité du cerveau. C'est fou. Si je résume avec une analogie, c'est comme si la vue et l'ouïe devaient sagement faire la queue à la sécurité de l'aéroport. Ouais, enlever la ceinture, les chaussures. Vider les poches, sortir l'ordinateur du sac et espérer que le douanier les laisse passer. Alors que l'odorat, lui, il possède un jet privé qui atterrit directement sur le tarmac des émotions sans demander l'autorisation à personne. C'est une super analogie. La voix est vieille et elle est totalement incontrôlable par notre volonté. Le cortex préfrontal, qui est notre centre de logique, il est informé bien après que l'émotion ait déjà pris possession du corps. C'est fascinant. Mais attends, je vais me faire l'avocat du diable un instant. Vas-y. D'un point de vue évolutif, c'est une prouesse, d'accord? Mais en quoi cette perte soudaine de concentration face à du popcorn représente-t-elle un avantage créatif? Comment ça? Ne s'agit-il pas juste d'une simple distraction? Je veux dire, si je suis au bureau en train de rédiger un rapport super complexe et qu'une odeur de café me déconcentre totalement, pour moi, c'est pas un avantage créatif. C'est juste une distraction biologique irritante qui me fait perdre le fil de mon travail. Cette objection est cruciale et Harry Massoudi l'adresse directement. C'est là qu'il faut vraiment dissocier la simple distraction de ce que l'olfaction provoque réellement. Ce fameux court-circuit olfactif, il ne remène pas juste une image floue ou une vague nostalgie. Il ramène quoi alors? Il télécharge un package physiologique complet. Il faut comprendre la différence fondamentale entre la mémoire visuelle et la mémoire olfactive. Quand la vue enregistre un souvenir, elle stocke une image statique. Comme une photo. Comme une photo, tu peux revoir mentalement la plage de tes dernières vacances. Tu vois le sable, tu vois l'eau, mais tu ne ressens pas la chaleur du soleil sur ta peau, tu ne sens pas ton rythme cardiaque ralentir dans ton corps, à l'instant T. C'est juste un concept visuel. Voilà, l'odorat, au contraire, stocke et recrée l'état physiologique exact dans lequel ton corps se trouvait au moment de l'encodage. Attends, des états physiologiques complets? Genre, le corps revit la scène chimiquement parlant? Jusque dans le rythme cardiaque et le relâchement musculaire, oui, Massoudi illustre ça avec une histoire personnelle qui est assez incroyable. Il raconte l'histoire de cette toute première glace à la vanille, Classique. offerte par sa mère auprès d'un marchand ambulant. Il avait peut-être 4 ou 5 ans. Et à cet âge-là, son cerveau d'enfant n'a pas seulement mémorisé le goût du sucre ou l'image du cornet, Il a mémorisé le contexte. il a encodé la molécule de vanille avec un sentiment d'amour maternel inconditionnel, un sentiment de sécurité absolue, une espèce d'éternité sereine que tu ressens que quand tu es enfant. Ah ouais, la sécurité totale de l'enfance. Et l'histoire continue. 12 ans plus tard, il a 17 ans, il se retrouve lycéen au lycée Carnot à Cannes. Le changement d'ambiance. Grave! Il va à une fête et là, il discute avec une jeune femme qui porte un parfum où la vanille est ultra dominante. Le fameux parfum à la vanille des années lycée. On l'a tous en tête, la molécule de base est la même, chimiquement, mais le contexte est nouveau. Et là, son cerveau encode cette fois l'odeur avec l'effervescence de l'adolescence. L'attraction. L'attraction, le vertige, l'absence totale de cynisme qu'on a à cet âge-là, une légèreté corporelle dingue. C'est marrant, ça me rappelle l'odeur de la fameuse colle Cléopâtre. Tu sais, le petit pot avec la spatule à l'école primaire. Oh oui, l'odeur d'amande. Mais oui, il suffit d'une fraction de seconde pour sentir cette odeur d'amande, et soudain on n'a plus 30 ou 40 ans. On est physiquement de retour à un petit bureau en bois, sans aucune responsabilité, sans aucune angoisse liée aux impôts, aux réunions. Le corps se détend littéralement de la même manière. Et c'est très exactement ce qui se passe pour Harry Massoudi aujourd'hui avec la vanille. 30 ans plus tard, en plein milieu d'une journée de travail super chargée, si une molécule de vanille atteint ses récepteurs, son cerveau ne lui envoie pas un petit mémo disant « Ah tiens, ça sent la glace de maman ». C'est pas une notification intellectuelle?
Pas du tout. Son corps tout entier est envahi en un éclair par cette insouciance, ce vertige et cette confiance pure de ses 17 ans. Il ressent à nouveau cette énergie vitale, cette absence de doute, et tout ça en bypassant totalement la logique. C'est là que ça devient vraiment intéressant pour nous. Si on transpose cette mécanique dans la performance professionnelle ou le processus créatif, les implications sont monumentales. Monumental. Ça signifie que notre biologie possède des portes dérobées, des codes de triche pour accéder à nos meilleurs états de flow, à des pics d'énergie ou de confiance qui sont enfouis dans nos souvenirs olfactifs. Et au lieu de s'en servir, on cherche la créativité dans l'accumulation de données. On s'épuise à lire des articles de motivation sur un écran ou à enchaîner les cafés alors qu'on a ce clavier émotionnel direct. On a un clavier émotionnel complet, branché direct sur notre cerveau, et on ignore totalement comment appuyer sur les touches. On laisse ces touchettes pressées au hasard par notre environnement. Au lieu de concevoir une vraie stratégie, oui. Et pour aller au bout de l'argument d'Ari Massoudi, il faut comprendre comment cette résurrection émotionnelle permet de résoudre de vrais problèmes stratégiques. Parce que ça va bien au-delà du simple bien-être nostalgique. Bah oui, parce qu'il y a un gouffre entre, revivre un beau moment de légèreté adolescente et concevoir le prochain produit phare d'une entreprise ou réorganiser une chaîne logistique complexe. Comment l'odeur, qui contourne le juge rationnel, peut-elle générer la solution à un problème technique ? Et bien c'est ici qu'intervient la révélation neurologique la plus dingue de ces travaux. Pour le cerveau humain, créer une œuvre d'art inédite ou résoudre un problème analytique complexe, c'est fondamentalement la même mécanique. Attends, faisons une pause là-dessus parce que c'est énorme. Donc, on s'est trompé depuis le début. Le système scolaire a séparé la résolution de problèmes, qu'il a confié sagement aux cours de maths, et la créativité, qu'il a parquée dans les cours d'art plastique. Absolument. Alors que sous notre crâne, biologiquement, c'est le même câblage qui opère. C'est une aberration éducative majeure qu'il dénonce. L'innovation, peu importe le domaine, elle naît toujours de la connexion de compartiments mentaux qui n'ont a priori rien à voir ensemble. Relier des choses qui sont éloignées. En neurosciences, cette capacité à relier des concepts séparés, ça s'active grâce à ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut. Le fameux vagabondage intellectuel. C'est ça. Quand l'esprit arrête de se concentrer sur une tâche rigide pour laisser les associations libres se former, c'est le classique moment de l'eureka sous la douche. Mais le truc, c'est que pour activer ce réseau, il faut endormir le cortex préfrontal. Le fameux juge. Le juge très critique, toujours prêt à rejeter une idée en disant non, ça c'est absurde, ça marchera jamais. Et puisque l'odorat contourne ce juge, il est le déclencheur parfait. Que tu as un exemple concret de ce mécanisme en action, parce que là, ça reste très théorique. Oui, lors d'une conférence au Festival international du parfum, Ari Massoudi a mené une expérience brillante en direct. Il a fait distribuer à son public des petites touches olfactives, des petits bâtonnets imbibés d'huile essentielle de géranium rosa. Géranium rosa, ok. Et le point crucial, c'est qu'il n'a donné aucune indication sur ce que c'était. Il n'a pas prononcé le nom. Or, c'est une odeur incroyablement complexe, très texturée, que la plupart des gens ont déjà croisée dans leur vie, mais sans jamais pouvoir y mettre un mot dessus. Donc, le public sent le bâtonnet, et là, le cerveau rationnel des gens se retrouve face à un mystère total. Il ne peut pas dire « Ah, c'est de la fraise » ou « C'est de la lavande » et ranger le dossier. Mais d'une manière extrêmement créative. Une panique créative. Ouais, pour trouver du sens à tout prix, il ouvre en grand tous les tiroirs de la mémoire, en vrac, il fouille de façon non dirigée. Les participants de la salle ont commencé à associer cette senteur à des images abstraites, des souvenirs oubliés depuis 20 ans, des textures, des concepts qui s'entrechoquaient dans tous les sens. Donc ce stimulus inconnu a forcé la pensée à quitter les autoroutes neuronales. Il a forcé les gens à emprunter des chemins de traverse. L'odeur a provoqué un vagabondage associatif d'une richesse inouïe. C'est fou. Donc tout ce multisensory human-driven creative problem solving, c'est l'inverse de notre système scolaire classique où 2 et 1 font forcément 3. C'est l'antithèse absolue. Sommes-nous vraiment en train de dire que lire 10 livres très denses sur l'innovation, c'est potentiellement moins efficace pour le cerveau que de sentir une plante qu'on ne connaît pas? C'est quand même une sacrée provocation. C'est provocateur, oui, mais c'est fondamentalement vrai dans la mécanique. Il souligne que l'accumulation de savoir brut, les données, ça ne vaut rien si notre cerveau n'est pas dans les conditions biologiques optimales pour connecter ces données de manière inédite. L'IA a déjà lu tous les livres. C'est ça. L'intelligence artificielle du début, elle a déjà tout lu. Ce qu'elle est incapable de faire, c'est de croiser un concept abstrait d'ingénierie avec le souvenir physique et émotionnel d'une promenade en forêt après la pluie, pour en extraire un design novateur. L'innovation humaine, elle est dans cette friction-là. Dans cette friction entre nos données rationnelles et nos expériences sensorielles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au fond?
Comment on transforme cette science de pointe en habitude concrète pour ceux qui nous écoutent? Parce que c'est bien beau, la neurobiologie, mais la personne qui nous écoute dans sa voiture ou en préparant son repas, comment elle fait demain matin? Eh bien, la masterclass synthétise des rituels très précis, un véritable arsenal olfactif. Le premier levier, c'est l'utilisation du romarin. Du romarin. Plus précisément, la variété de romarin acénéole, le matin au réveil. Attends, je t'arrête tout de suite. Renifler une branche de romarin le matin pour être plus productif. Franchement, ça ressemble à s'y méprendre à une de ces modes bien-être qu'on voit défiler sur les réseaux sociaux, avec une petite musique douce en fond. Je sais, ça fait très cliché. Est-ce qu'il y a une vraie réalité chimique derrière, ou c'est juste un effet placebo agréable? La question est hyper légitime. Ça semble trop simple. Mais la mécanique, c'est de la biochimie pure et dure. Le romarin acénéole contient une molécule spécifique, le 1,8 cinéole. Ok, le nom scientifique est posé. Or, notre cerveau est protégé par une forteresse biologique, la barrière hémato-encéphalique. C'est un videur intransigeant qui bloque environ 98% des molécules qui circulent dans le sang pour éviter d'intoxiquer le cerveau. D'accord, c'est vital. Sauf que le 1,8 cinéole, il possède le pass VIP. Il traverse cette barrière sans aucun effort. Ah ouais, ok. Et une fois dans le cerveau, il agit directement pour bloquer la dégradation de l'acétylcholine. Et l'acétylcholine, c'est le neurotransmetteur clé de l'attention, de la mémoire, de l'apprentissage. Donc ça booste la machine de l'intérieur. C'est comme offrir soudainement une connexion fibre optique très au début à tes neurones. Le rituel que propose Massoudi, c'est de froisser cette plante fraîche ou de sentir l'huile essentielle au réveil, avant même de toucher son téléphone. Et de se poser une question. De se demander quelle est la chose la plus importante que je veux créer ou résoudre aujourd'hui. On oriente ainsi un cerveau biochimiquement survolté vers la création. Donc on remplace la décharge d'anxiété de la boîte mail par un coup de fouet moléculaire. Franchement, c'est brillant. Mais bon, la journée finit toujours par dérailler. Quand le stress monte à 14 heures avant une énorme présentation, généralement on s'enfile un 3e café, ce qui aggrave la nervosité. C'est pour ça qu'il y a un 2e rituel, l'ancrage olfactif. Le but, c'est de se créer son propre bouton on ou off, Comment ça? par conditionnement. Tu associes volontairement une odeur précise à un contexte ou à un état recherché. Par exemple, utiliser l'odeur calmante de la lavande vraie uniquement à la fin de ta journée de travail, pour le retour au calme. Et le cerveau fait le lien. Au bout de quelques semaines, l'association neuronale est solide. Si tu as une crise majeure au milieu de la journée, sentir cette même lavande va forcer physiquement ton système nerveux à redescendre, peu importe le chaos. À l'inverse, tu peux utiliser la menthe poivrée pour te donner un peps énorme avant le sport. D'accord. Et pour cet entraînement au vagabondage, à la pensée hors des sentiers battus, il y a un rituel? Oui, le 3e, l'exploration non dirigée. C'est la salle de sport du mode par défaut. Une fois par semaine, tu prends une odeur inconnue, par exemple dans un coffret d'huiles essentielles, tu fermes les yeux, tu la sens et tu notes compulsivement tout ce qui te vient à l'esprit. Sans juger. Sans aucun jugement, tu notes les formes, les souvenirs incohérents. Ça réapprend à ton cerveau adulte à accepter le chaos créatif sans le censurer tout de suite. J'adore cette idée d'entraînement au chaos. Bon, il y a un dernier rituel qui est mentionné dans les sources. Je dois avouer que c'est celui qui va provoquer le plus de friction sociale, mais c'est mon préféré. Ah, la transgression des bonnes manières. C'est ça, le conseil de renifler ostensiblement ses aliments. Oui, Massoudi rappelle que 90% des informations qu'on qualifie de goût lors d'un repas proviennent en réalité de la rétroolfaction. Sans notre nez, on serait incapable de faire la différence entre une pomme de terre crue et une pomme si on avait les yeux fermés. C'est incroyable quand on y pense. Donc il incite vraiment à sentir pleinement ses plats, ses fruits, ses légumes, à la manière des enfants qui ont encore cet instinct animal très intact, et des grands chefs d'ailleurs. Il nous dit même qu'il faut le faire sans honte au beau milieu d'un restaurant étoilé. Je souris parce que j'imagine la gêne sociale, la tête des clients aux tables voisines, si on commence à plonger littéralement son nez au-dessus de son assiette de poisson avant de goûter. J'ai très envie d'essayer ça, tiens. Faut oser. Étiquette, la politesse, de l'efficacité stérile. Il est presque tragique de constater qu'il a fallu attendre qu'un docteur en biologie moléculaire prenne la parole pour nous autoriser formellement à renouer avec notre instinct le plus fondamental. C'est vrai que l'humanité a sacrifié une grande partie de sa richesse perceptuelle. On a tout aseptisé, on associe l'odeur corporelle ou de nourriture à un manque de sophistication. Résultat, on a nivelé par le bas l'ensemble de nos expériences sensorielles. Si on rassemble toutes les pièces de ce puzzle biologique, la grande synthèse de cette analyse, elle est vertigineuse. Le monde du travail de demain, qui sera saturé par l'IA, va exiger de nous de produire l'exact opposé de ce que fait la machine. Pas de calcul, pas de logique froide. Voilà. Il exigera des connexions émotionnelles, des ponts absurdes, des associations d'idées inattendues, nées d'une mémoire sensorielle riche. Et pour réussir là-dedans, notre nez est infiniment plus intelligent qu'un diplôme en affaires.
qu'un MBA. L'olfaction est vraiment notre bastion. Et ça amène à une question beaucoup plus large. Une pensée provocatrice que je trouve essentielle pour clore cette réflexion. Je t'écoute. Si on comprend que notre potentiel d'innovation et même notre humanité cognitive dépendent à ce point de la diversité olfactive, qu'est-ce qu'on est en train de sacrifier collectivement? Dans nos environnements de vie. Oui, regarde comment on conçoit nos villes, nos open space modernes, nos bureaux. Ce sont des espaces complètement aseptisés. Sous cloche. L'air est recyclé, filtré, totalement désodorisé ou pire, aspergé de parfums neutres pour ne déranger personne. C'est vrai, tout est neutre. En cherchant l'absence totale de friction olfactive, est-ce qu'on n'est pas en train d'anesthésier la prochaine grande idée de notre civilisation à coup de désodorisants neutres? On prive nos cerveaux de leur carburant créatif. Ah ouais, c'est une pensée incroyable sur laquelle méditer. Ça donne presque envie de casser les fenêtres de ces fameux open space vitrés, ou en tout cas de faire de nouveau entrer l'odeur chaotique du vivant. La terre, le bois, la pluie. La vraie vie, quoi. La vraie vie. Eh bien, voilà qui clôture notre exploration pour aujourd'hui. Un immense merci à notre auditoire d'avoir pris le temps de suivre ce voyage microscopique et neurobiologique vertigineux. L'invitation est donc claire pour chacun de nous. Demain matin, au réveil, avant même que votre doigt ne se pose sur le verre froid et inodore d'un téléphone, prenez une longue inspiration. Observez ce que l'air du matin raconte à votre cerveau. Car la mise à jour cognitive la plus puissante ne viendra pas d'un téléchargement. Elle attend simplement qu'on accepte de respirer. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les idées qui transforment notre monde.